Bonjour à tous et bienvenue dans le résumé de votre actualité vendéenne des 7 derniers jours. Nous allons commencer avec cette annonce. C'était mercredi. On a pour habitude de dire qu'on ne parle pas assez des trains qui arrivent à l'heure. Eh bien, ce qui suit mérite d'être souligné. À La Roche-sur-Yon, les travaux du contournement nord vont probablement finir plus tôt que prévu. Les premiers passages de voitures dans le souterrain qui est creusé au pied de l'université de la Courtésière devraient se faire dans 3 mois à partir de la fin du mois de janvier. C'est la voie qui supporte le plus grand nombre de véhicules tout au long de l'année, avec en plus des pointes estivales, mais de toute façon, 12 mois sur 12, c'est le réseau routier le plus utilisé. C'est un chantier débuté déjà depuis un petit peu plus d'une année, qui avait une projection jusqu'à automne 2023. Et les nouvelles sont excellentes puisque c'est un chantier qui sera terminé pour l'été 2023, pour juste avant l'été prochain. Alors dans le détail, les premiers passages début 2023 se feront dans le sens Bournezeau-La Roche-sur-Yon. Il faudra attendre mars pour emprunter le tunnel dans l'autre sens. Quant au contournement sud de La Roche-sur-Yon, sa mise en service est annoncée en 2024, mais il ne fait pas l'unanimité. Un collectif d'associations environnementales et de groupes politiques annonce déposer un nouveau recours juridique cet automne. Infrastructure toujours avec la gratuité du pont de Noirmoutier qui est en sursis. Il y a quelques jours, nous évoquions le vote unanime du conseil municipal de Noirmoutier-en-l'Île. Les élus demandent au conseil départemental de remettre un péage à l'entrée de l'île. C'était d'ailleurs une des promesses de campagne lors des élections de 2020. C'est au département de statuer puisque c'est lui qui est responsable du droit de passage. Pour le moment, pas de décision prise, mais Alain Leboeuf promet un débat. D'un point de vue de la loi, c'est envisageable. Après, encore une fois, c'est une discussion qui devra appartenir, bien sûr, aux Noirmoutins, mais aussi aux Vendéens. Je rappelle que ce pont a été financé à 100% par l'impôt des Vendéens. Que si on met un péage sur le pont, quid du Gois, qui reste un vrai sujet au moment où, justement, les îlets ou les Noirmoutins veulent le protéger aussi. Donc il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte et donc tout ceci devra être discuté. De l'éducation à présent, avec cette initiative du côté de Moutier-les-Mauffais. Le collège Corentin-Rioux dispose depuis la rentrée du dispositif d'autorégulation. C'est une méthode inspirée du Québec qui permet aux adolescents de travailler dans une classe ordinaire alors qu'ils souffrent de troubles autistiques. Corentin-Rioux est le 5e collège de France à le proposer. Le reportage sur place d'Alix Solanos. Pour Paul et Maxime, il est quelquefois difficile de gérer leurs émotions. Les deux jeunes garçons de cette classe de 6e souffrent en effet de troubles du spectre de l'autisme. Ils sont intégrés au DAR, le tout nouveau dispositif d'autorégulation. Charlotte et Thomas, éducateurs spécialisés, les accompagnent à chaque début de cours pour s'assurer qu'ils sont dans de bonnes dispositions pour se mettre au travail. Être calme, concentré, tout ça, du fait de leurs troubles, ça peut être difficile pour eux. Et du coup, le principe du dispositif, c'est de les aider à réguler les moments d'envahissement, comme ça, et de pouvoir investir au mieux les apprentissages. Du personnel médico-social dans un établissement scolaire, c'est la grande innovation de ce dispositif venu du Québec. Mais le but n'est pas qu'un adulte soit sans arrêt derrière l'élève. Au contraire, l'objectif est bien l'autonomie. Mais ce matin, il y a eu un petit incident pendant le cours de maths et Maxime est envahi par ses émotions. Il va heureusement pouvoir décharger auprès de Charlotte dans la salle d'autorégulation. Ça me permet de me poser, de calmer ma colère, que je ne la contrôle pas. Ça me permet aussi de faire un petit peu de Lego quand j'ai besoin. Emmanuelle, enseignante dite surnuméraire, fait également partie du dispositif. En cas de difficulté, elle peut par exemple aider les élèves à réaborder des notions compliquées d'une autre manière. Et sa présence n'est pas utile qu'à Paul et Maxime. Là, actuellement, en fait, j'interviens en mathématiques et en français, donc soit auprès des élèves TSA, mais également avec d'autres élèves. Par exemple, ce matin, en mathématiques, je suis intervenue auprès de 2 élèves qui n'étaient pas élèves du dispositif. Le DAR est finalement bénéfique pour tous les élèves de la classe, mais également pour tout le corps enseignant. Guillaume Cardot a déjà eu des élèves différents dans sa classe. Il sait aujourd'hui qu'il peut s'appuyer sur les éducateurs pour les accompagner au mieux. C'est bien d'avoir un retour sur ce qu'on fait. Ça déculpabilise aussi de pouvoir faire le point après et
On est là pour apprendre, de toute façon. Là, le dispositif, il se met en place. Professeurs et éducateurs spécialisés construisent donc ensemble ce projet d'accompagnement et d'inclusion, le premier du genre dans un collège en Vendée. Mais ce dispositif d'autorégulation ne se cantonne pas au collège. 2 écoles élémentaires le proposent aussi en Vendée, à Dompierre-sur-Yon et à Chantonnay. De l'agriculture avec ce point de situation maintenant concernant l'influenza aviaire. 11 foyers ont été détectés au cours des 4 dernières semaines en Vendée. C'est la préfecture qui en a communiqué le bilan jeudi. 11 foyers chez des éleveurs professionnels installés, vous le voyez sur la carte, principalement dans le centre du département et sur la frange est de la Vendée. Aucun transport d'oiseaux n'est autorisé dans un rayon de 3 km autour de chacun de ces élevages. Ils sont possibles uniquement sur dérogation dans un rayon de 3 à 10 km. Et notez que tous les particuliers qui ont en Vendée des oiseaux de basse-cour ou d'ornement sont également soumis aux règles d'autocontrôle, notamment le confinement des animaux ou la mise en place de filets de protection. Le non-respect de ces mesures est passible d'une amende de 750 €. C'est une récolte qui revient chaque année au mois d'octobre, celle du safran, une petite fleur violette dont le pistil très fragile vaut de l'or une fois qu'il est transformé en épice, 40 € en moyenne le gramme, sachant qu'il faut à peu près 150 fleurs pour l'obtenir. En Vendée, plusieurs producteurs participent à sa commercialisation, dont Florent à Saint-Paul-Montpény. On recherche le safran dans la fleur, ce sont les stigmates. Donc c'est 3 petits fils rouges qui sont dans la fleur, mais il peut en avoir 4, 5, voire 6. Et donc on retire les pétales et on récupère les 3 stigmates qui sont attachés ensemble. Et une fois attachés, on les met dans un déshydrateur pour enlever 80% de leur eau. Et après, on peut le mettre en cuisine, on le met dans du thé, on le met dans des gâteaux, tout est possible avec le safran. Près de 3000 visiteurs, 70 bénévoles et 7 associations ont partagé il y a quelques jours leur passion des jeux de société. Avec 640 millions d'euros, c'est un secteur dont le poids économique équivaut quasiment à celui des nouvelles technologies dans l'enseignement et les apprentissages. Un secteur qui concerne tous les âges et vous allez le voir, toutes les ambitions. Alexandre Lenaour. L'un d'entre vous va jouer la bête, son but va être de réussir à faire un maximum de victimes sur le plateau de jeu. Les autres vont incarner des enquêteurs, leur but va être d'empêcher la bête de faire ses victimes. De nombreux curieux sont venus découvrir de nouveaux jeux comme celui-ci. Dans cette adaptation du mythe de Gévaudan, la bête semble gagner la partie. Ça se passe plutôt pas mal pour la bête. Les chasseurs me courent bien après, mais elle a réussi à les semer pour l'instant, à traverser les forêts, les montagnes. Je pense que Louis XV sera très déçu de ses chasseurs. Après quelques années d'absence pour cause de Covid, le public est au rendez-vous de ce festival de jeux des Sables d'Olonne et chacun y trouve son compte et sa raison de découvrir des nouveautés. Gagner, jouer avec mes copains. On aime jouer, mais on n'aime pas forcément gagner. Enfin, moi, je m'en fiche. Parce qu'en fait, quand on joue, on gagne toujours. Soit on gagne, soit on a appris, donc on est gagnant quand même. C'est ce qui me plaît dans le jeu. À chaque nouveau jeu qu'on a eu acheté, c'est vraiment qu'on cherchait une nouveauté, en fait, un nouveau schéma de jeu ou un nouveau mode de jeu. Avec plus de 1000 jeux créés chaque année en France et des univers toujours plus profonds, le secteur est de plus en plus dynamique. Le Covid n'est pas étranger à ce phénomène, mais ne suffit pas à expliquer ce succès. Beaucoup de gens ne connaissent des jeux que les quelques références qui sont présentes en supermarché. Mais en France, le marché est très très vaste. Il y a près de 350 magasins spécialisés en France qui vendent des jeux de société qu'on appelle des jeux de société modernes, que la plupart des gens ne connaissent pas. Et quand ils arrivent dans ces magasins, c'est tout un univers nouveau qui s'offre à eux. Le fait de se retrouver autour de la table et de passer un bon moment ensemble, c'est une pratique qui plaît dans ces périodes difficiles où les gens ont besoin de se retrouver. Le problème avec une telle richesse d'offres, c'est de faire sa place. Alors, un festival comme celui-ci est une véritable aubaine pour les créateurs. C'est capital parce que ça permet de rencontrer le public déjà, de pouvoir faire jouer, faire découvrir le jeu, de communiquer dessus, d'agrandir le cercle de joueurs autour de la communauté qui est du jeu Clash of Deck, de pouvoir vendre des jeux également, parce que nous on fait de la vente sur place, en plus de faire jouer. Et donc c'est important parce que ça permet simplement d'exister sur la scène, dans la scène du monde du jeu. Au total, plus de 2500 personnes se sont déplacées pour participer aux 2 jours de festival.
Les Sables d'Olonne où sera aussi organisée à la fin du mois, dans un tout autre registre, une deuxième votation. Elle a été présentée cette semaine. 8 mois après la première consacrée à la statue Saint-Michel, 5 nouvelles questions vont être posées aux habitants de l'agglomération. Elles concernent la construction des logements sociaux, le tabac sur les plages ou encore la fermeture temporaire de la piscine en plein air pour faire des économies d'énergie. Comme la première fois, cette votation n'a pas de valeur juridique, mais elle propose aux Sablais de partager leur avis sur des questions du quotidien. Elle sera organisée du 18 au 26 novembre prochain. Ne dites pas qu'il s'agit d'un simple agenda. Un almanach est bien plus que ça. Grande et petite histoire locale feuilletonnée, jeux ou encore guide touristique. La nouvelle édition du Grand Almanach de la Vendée laisse finalement peu de place à vos rendez-vous, mais vous propose en échange une année entière de culture générale vendéenne. Une 10e édition dont Grégoire de Châtillon a pu se faire expliquer quelques étapes de fabrication. Regardez. C'est un objet rétro qui devient tendance, c'est ce que constate l'éditeur de l'Almanach. Des conseils, des recettes, des contes, de la culture, toute la Vendée jour après jour, grâce à cet ouvrage d'environ 140 pages. L'Almanach, c'est le livre le plus ancien en France. Au Moyen-Âge, on avait 3 livres dans les chaumières, la Bible, les contes de la Mère Roi et l'Almanach. C'était l'aspect paysan, l'aspect des récoltes. Eh bien aujourd'hui, on a repris cette tradition, donc on assume totalement ce côté rétro. Le rétro qui devient tendance, ça on en est convaincu. Pour son édition 2023, c'est le conteur Yannick Jolin, en photo de couverture, qui a contribué au contenu de l'Almanach. Une contribution qui vient également des lecteurs, à 90% vendéens. Ce sont des contributions libres, ce sont nos lecteurs qui chaque année nous envoient beaucoup de textes que l'on relit, que l'on corrige et que l'on publie. Et puis aussi un travail donc, de Yannick Jolin qui est un conteur qui va travailler sur la culture, l'âme vendéenne. Et chaque année donc, on renouvelle en fonction de ces 2 types de contributions. Pour cette nouvelle édition, une place importante est donnée au patrimoine. Le Grand Almanach de la Vendée est parmi tous les almanachs celui qui se vend le mieux chez cet éditeur, un éditeur enraciné dans l'ouest de la France. On a dans les rayonnages partout une histoire du livre en Vendée, puisque la Vendée est l'un de nos territoires berceaux. Nous sommes présents depuis plus de 30 ans sur la Vendée, qui est aujourd'hui un arrachement du Poitou et puis une terre de livres. Et les livres sur la Vendée ne manquent pas ici. Avec la Vendée, carrefour de l'histoire de France, les Vendéens à l'heure allemande, villa de la côte vendéenne. De nouveaux ouvrages se retrouveront aussi en librairie le 6 novembre. Les vitraux racontent la guerre de Vendée, ainsi que château, manoir et logis de Vendée. De quoi passer du temps avec la Vendée. Normalement, les jeux, on doit les recevoir aujourd'hui, mais on les a toujours pas. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. Nous sommes à l'aube du 5e mois du film documentaire. Après la BD en 2020 ou encore la musique en 2021, c'est le sport qui est au cœur du festival cette année. Préparation mentale, course, danse ou encore football. Une trentaine de projections sont prévues un peu partout en Vendée d'ici au 29 novembre. Nous avons cette année 6 films proposés par le département de la Vendée dans le cadre du mois du film documentaire, avec des programmations très variées, le football féminin, la thématique du sport et du handicap, la thématique du rêve également, avec un très beau film, Les rêves ne meurent jamais, notamment avec Yannick Bestaven, le dernier vainqueur du Vendée Globe. Mais on y aborde aussi d'autres sujets, comme la danse, qui est un sport évidemment et un art, comme on le dit souvent. Donc 6 films qui nous conduisent à presque 40 projections en bibliothèque, y compris dans les bibliothèques des maisons d'arrêt de Fontenay-le-Comte et de La Roche-sur-Yon. On est dans une période particulière, on a été confinés pendant quelques temps. La bibliothèque, c'est un endroit où on peut parler de tout. Et le sport nous a permis, nous a semblé être la thématique dans la perspective des JO en 2024. Eh bien, vous qui pouvez rencontrer un large public, aussi un public parfois éloigné des bibliothèques, un public jeune sur une thématique très populaire, avec une émulation qu'on constate déjà sur le sport, les Jeux Olympiques, les valeurs du sport, qui sont aussi les valeurs vendéennes. Et c'est la fin de cet hebdo. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi matin dès 7h en direct dans la matinale de TV Vendée. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous tous et à lundi.